Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal et à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 16 mars. Après la vidéo montrant un tout jeune garçon bourreau dans une vidéo de l'État islamique, l'adolescent ayant été reconnu par ses camarades toulousains, l'inspecteur d'académie de Toulouse s'est exprimé. Aujourd'hui, vous l'entendrez dans quelques instants. La mobilisation des agriculteurs bio, ils dénoncent notamment leur manque de moyens. Et puis, autre mobilisation, celle des professionnels de santé. Ils étaient à Paris hier pour protester contre le projet de loi de la ministre Marisol Touraine. Retour sur cette mobilisation avec notre invité de ce soir. Il s'agit du docteur Philippe Cuc, chirurgien vasculaire. Il était à Paris. Il nous dira comment ça s'est passé. Mais tout d'abord, cela bruissait depuis le début de la matinée. La nouvelle a été confirmée en fin d'après-midi. L'entraîneur du TFC, Alain Casanova, a été limogé par son président, Olivier Sadran. Ce dernier l'a annoncé dans une conférence de presse, une saison calamiteuse. Et la défaite de Trot ce week-end à Lens serait à l'origine de cette décision. Le TFC occupe en effet la 18e place de la Ligue 1. La relégation est au bout du couloir. À 9 journées de la fin du championnat, le club a donc décidé de mettre un terme au contrat qui le liait à l'entraîneur Alain Casanova depuis 2008 et c'est l'ancien défenseur du TFC Dominique Arribagé qui lui succède, opération de la toute dernière chance donc pour le TFC. On écoute le président du club, Olivier Sadran. On s'est rendu compte qu'on ne repartirait pas en L1. En tout cas, Alain ne repartirait pas comme ça en L1 parce que c'est usant, parce que c'est compliqué et pour plein de raisons. Et donc à partir de ce moment-là, on en a tiré un constat. Tout le monde a ses limites et tout le monde est un être humain et qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter et qu'à un moment donné, justement, quand on est avant tout des gens qui avons de l'estime les uns pour les autres et ça nous est propre et on ne demande pas à ce que ça soit réciproque à l'extérieur, on a le droit aussi d'avoir des discussions d'homme à homme. On a le droit d'assumer un certain nombre de choses quand la pression est immense. Il faut qu'il y ait des soupapes de sécurité et nous on a cette chance d'avoir des relations qui font qu'on peut avoir ce type de choses entre nous sans qu'on ait imaginé le faire à la trêve ou le faire je ne sais dans quelle stratégie footballistique habituelle. Dans le reste de l'actualité toulousaine, nous vous en parlions dans notre édition de vendredi. Le jeune garçon bourreau sur la dernière vidéo de l'État islamique en fin de semaine dernière a été, vous le savez, reconnu par ses camarades toulousains. Il semblerait que l'adolescent soit le beau-fils de Sabri Esside, un proche de Mohamed Merah. L'inspecteur d'académie de Toulouse s'est exprimé officiellement en fin de matinée sur ce dossier, ainsi qu'Hélène Coy, médecin de l'éducation nationale, au micro de Jean-Marc Lucas. On les écoute. De façon prioritaire, on a choisi de parler à ceux qu'il avait connus, qui étaient issus de cette école-là. Quelques CM1, des CM2 et puis des élèves de 6e qui étaient issus de cette école-là. À leur demande, en fait. Certains étaient arrivés en pleurant et étaient très très déstabilisés et demandaient à parler à quelqu'un. On a pu dire effectivement que tout ce qui était de l'ordre de l'image devait être accompagné par les parents et qu'a priori, ils se devaient d'avoir un droit de regard sur ce que pouvaient faire leurs enfants, regarder leurs enfants, à quelle heure on se couche, etc. La réalité des enfants soldats, pourquoi un de leurs camarades, un camarade de jeu, camarade qui a 11 ans, 11-12 ans, a pu commettre un tel acte. Partir sur la logique des contraintes qu'il a reçues forcément, qu'il recevra encore et le contexte particulièrement ignoble dans lequel tout ça a pu se faire. Notre entrée est celle-là et elle s'inscrit également dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose seulement qui a pris forme jeudi et vendredi dernier. Une cellule est en place et sera active le temps nécessaire. Je vous le disais en titre, environ 200 agriculteurs bio de Midi-Pyrénées se sont rassemblés aujourd'hui à Toulouse dans le cadre d'une mobilisation nationale et qui intervient suite à l'annonce de leur ministère d'une coupe franche de 25% sur les aides octroyées. Les explications de cette colère avec Pascal Soler qui était à leur côté, place Saint-Étienne, en tout début d'après-midi. Les aides au maintien à la production biologique permettent de compenser l'écart de productivité par rapport à l'agriculture conventionnelle. Elles sont calculées en fonction du type de production et sont versées en fin d'année. Ce 16 mars, les agriculteurs n'ont toujours pas été payés et ont appris en début de mois qu'elles seraient diminuées de 25% faute de budget. Un coup de massue pour les 2800 agriculteurs bio en Midi-Pyrénées. Comme cette productrice de foin bio installée dans le Tarn, elle perçoit chaque année 4 000 € d'aide au maintien. Produire du foin bio, ça veut dire que je m'engage à ne pas utiliser d'engrais minéraux.
donc j'ai que des engrais organiques, donc je vais diminuer la quantité de foin produite, donc à la fin je vais en vendre moins. Pour nous, 4 000 € moins 25%, c'est 1 000 € de moins, sachant que ces 4 000, on nous avait dit qu'on nous les donnait, donc on les a déjà prévus et peut-être même utilisés, donc s'ils ne rentrent pas, ça va être difficile. Malgré le plan national Ambition Bio 2017 qui vise le doublement des surfaces agricoles bio d'ici 2017 et le plan agroécologique du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, les moyens ne sont pas là pour ces agriculteurs. C'est pas tant une rémunération économique, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'on appelle les services d'intérêt généraux que propose l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, elle va protéger la ressource en eau par exemple, elle va permettre de favoriser la biodiversité. Toutes ces conséquences, on va dire, de l'agriculture biologique, quelque part, on demande à ce que l'État les valorise et les soutienne à travers ces aides. Dans notre région, l'agriculture biologique est en forte augmentation, plus 25% de producteurs bio depuis 2010. Les acteurs de la filière attendent aussi des moyens financiers adaptés pour soutenir notamment les actions d'accompagnement et de développement portées par la Fédération régionale des agriculteurs bio. Et puis autre mobilisation, celle des professionnels de santé contre le projet de loi de la ministre Marisol Touraine. Il y avait du monde à Paris hier pour dire non à ce projet de loi. Environ 40 000 médecins ont défilé dans les rues de la capitale. Et vous y étiez, docteur Philippe Cuc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des chirurgiens de France. Alors on va revenir sur ce projet de loi dont le point d'orgue est la généralisation du tiers payant. Pour faire simple, ce que veut le gouvernement, l'idée c'est de faciliter l'accès aux soins avec cette généralisation du tiers payant. Vous dites que c'est une fausse bonne idée. Oui, c'est une fausse bonne idée. On est en train de tromper les Français sur ce point. C'est quand même une sacrée avancée pour les patients. Non, parce que, si vous voulez, on sait que très bien, aujourd'hui, plus de 10 millions de Français ont accès aux soins avec dispense de frais. Et donc, ce tiers payant existe. Nous le pratiquons tous les jours. Et le problème ne se pose pas. Il n'est pas généralisé aujourd'hui. Le problème, c'est la généralisation du tiers payant. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, généraliser le tiers payant, c'est au fond faire profiter des gens qui ont les moyens de faire une avance de frais, parce que les soins sont remboursés. Hein. C'est l'avance de frais qui pose un problème. Et donc, c'est vous, médecins, qui seriez remboursés. Qui seraient remboursés. C'est ça qui vous fait peur. Alors bien sûr qu'il y a ce problème, qui est un problème technique, puisque vous savez qu'il y a d'un côté l'assurance maladie obligatoire, on la connaît, mais il y a aussi à côté des organismes complémentaires, il y en a plus de 600, hein, et donc les médecins, et en particulier les médecins généralistes traitants, sont très inquiets de voir une surcharge administrative pour récupérer l'argent, etc. Pourtant, la ministre a indiqué qu'elle assurait une garantie de paiement en 7 jours. Ça, elle l'a assuré. Oui, elle a assuré ça, et puis elle a assuré que si on n'était pas payé, donc elle reconnaît qu'il y aura des problèmes techniques, on pourrait porter plainte contre l'assurance maladie. C'est pas très sérieux. Est-ce que vous pensez que les médecins traitants, les médecins généralistes qui travaillent 60 heures par semaine, auraient le temps de porter plainte contre l'assurance maladie pour récupérer là 5 €, là 7 €, etc. Alors ça, vous êtes contre, on l'a compris. Qu'est-ce qui pose problème encore sur ce projet de loi de Marisol Touraine ? Cette loi est une loi transversale où il y a beaucoup de problèmes, et en particulier sur l'organisation des soins. Et donc, dans cette loi, alors c'est une loi très technique, hein, très complexe, c'est pour ça qu'au fond, les Français ont du mal à l'apprécier. Hein, on met en avant je dirais, quels sont les changements proposition. qui vont être amorcés avec cette loi? Sur l'organisation des soins, par exemple, la redéfinition du service public hospitalier. C'est-à-dire, ce service public hospitalier exclurait, par exemple, tous les établissements privés. Alors nous sommes chirurgiens, nous travaillons dans des établissements privés. Nous serions exclus, par exemple, de la prise en charge des patients en urgence. Mais la France a un avantage énorme. Elle a deux systèmes, un système public et un système privé. Et il y a des gens très bien dans les deux systèmes. Et on a le libre choix. Le patient peut choisir. Mais c'est un système profondément inéquitable, vous en conviendrez. Alors que faut-il faire pour le réformer? Il faut réformer ce système. Alors profondément inéquitable, non. La chasse à quoi? Aujourd'hui, nous avons un système social avec un reste à charge le plus bas d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des patients qui viennent d'autres pays d'Europe pour venir se faire traiter, pour venir se faire opérer. Je ne connais pas beaucoup de Français qui vont se faire opérer en Espagne ou en Angleterre. Donc ça, déjà, posons-nous la question. Nous avons un système de protection sociale on peut l'améliorer, bien sûr. Il faut faire la chasse aux abus. Voilà, la chasse aux abus, il y en a. Les dépenses publiques, il y en a. Probablement que dans cette réforme, on aurait dû regarder un peu les dépenses à l'hôpital public. Hein, on le sait, les tarifs
entre la même opération dans le secteur privé et dans le secteur public sont 30% en faveur du secteur public. Là, il y avait aussi des choses à faire. Alors, vous avez exprimé tout cela auprès de la ministre, puisque vous faisiez partie hier de la délégation qui a été reçue. Que vous a dit Marisol Touraine? Mais Marisol Touraine, vous savez, depuis qu'elle est ministre de la Santé, n'écoute pas les soignants. Elle n'écoute pas les soignants. Il faut savoir que cette loi a été écrite, elle a été ensuite présentée en Conseil des ministres, en Conseil d'État, sans aucune concertation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle veut faire passer cette loi coûte que coûte? Coûte que coûte. Elle vient d'annoncer aujourd'hui que c'était une procédure d'urgence. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que sur un débat profond, un débat qui concerne tous les Français, un débat de santé, c'est un système de santé que, je crois, les Français y sont attachés. On veut faire passer une loi qui va déstructurer et déstabiliser l'ensemble du système de santé. On vous sent très inquiet. On est très inquiet. On est très inquiet en tant que soignant, mais je ne vous cache pas qu'on est aussi très inquiet en tant que citoyen et malade. Parce qu'au fond, je le répète très souvent, quand on touche aux soignants, on touche aux patients. Une toute dernière chose, Dr Cuc, selon un dernier sondage, 88% des Français déclarent aimer leur médecin, mais ils vous trouvent également trop conservateur. Vous savez, rapidement, oui, on est conservateur parce qu'on s'occupe des patients tous les jours et on voit leurs difficultés, on voit les souffrances, on voit les grandes difficultés. Et je crois qu'on est très méfiant parfois des décisions politiques qui ne sont pas sur le terrain. Les hommes politiques prennent des décisions qui sont parfois très néfastes. Merci en tous les cas d'être venu nous faire part de votre colère, docteur. On termine ce journal avec la suite de notre série de témoignages en soutien à votre chaîne locale. Vous le savez, TLT est en grande difficulté et risque la liquidation depuis la semaine dernière. Vous êtes nombreux à nous soutenir et nous témoigner de votre attachement à Télé Toulouse et nous vous en remercions évidemment. Ce soir, la parole est donnée à un champion du monde, le handballeur toulousain Jérôme Fernandez. On l'écoute. Moi, j'ai découvert TLT très jeune et j'ai toujours associé TLT à la ville de Toulouse et aux Toulousains. Donc, ça serait quand même très triste de voir TLT disparaître. Ce qui était passionnant, c'était qu'on voyait une télé qui s'intéressait au sport de cette ville et qui permettait surtout à d'autres sports que le rugby de pouvoir être un petit peu mis en lumière et en avant. Donc je trouvais que c'était très intéressant. En tant que Toulousain d'adoption, j'ai quand même vécu 6 ans ici à Toulouse et pour moi TLT a toujours fait partie du paysage toulousain. Donc ça serait un pincement au cœur que de voir TLT disparaître, ça c'est sûr. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.